Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je reçois Pierre Portevin. Pierre est auteur, conférencier et coach de vie. Ses livres « Mon meilleur ami c'est moi » et « Oser ça change tout » sont une mine d'or d'exercices pour apprendre la bienveillance envers soi-même et à relever les défis qui se présentent. Son parcours varié lui a permis d'apprendre à décoder les comportements humains. Dans notre entretien, Pierre distille avec chaleur ses conseils pour améliorer notre relation avec nous-mêmes. Il nous livre aussi ses astuces sur comment dépasser nos résistances internes et mettre le pied à l'étrier dans ses projets. Nous discutons de notre rapport à l'échec, d'oser montrer sa vulnérabilité, du rôle de la partie critique en nous et comment composer avec elle. Généreux dans ses conseils et animé d'une belle flamme pour la relation à l'autre, Pierre nous engage à nous faire confiance et à nous considérer avec respect, douceur et honnêteté. Une conversation en toute bienveillance où Pierre nous livre des clés efficaces et concrètes pour apprendre à s'aimer et avancer sur ses projets. Bonsoir Pierre, je suis enchantée que vous ayez accepté de vous prêter à ce petit entretien. Est-ce que vous pourriez vous présenter et dire qui vous êtes en quelques mots à nos auditeurs ? Bonsoir Claire-Vie, merci de m'accueillir. La question de savoir qui je suis, c'est déjà une vraie question. Oui. Donc, je vais commencer léger. En gros, voilà, je m'appelle Pierre Portevin, je suis coach, auteur, je suis père de deux grands adolescents de quasiment 18 et 20 ans, ravi de l'être. Je m'occupe principalement d'aider des personnes à vivre mieux, ça c'est ce qui m'anime. Et je l'ai fait avec mes livres, avec des formations en développement personnel que je vends en ligne. Je fais pas mal de conférences, que ça soit en ligne ou bien dans des librairies, dans des salles, parce que je vois bien qu'on vit dans une époque où beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions. Les choses bougent vite, très vite, et mais c'est difficile de tenir le coup par rapport à ça. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre des choses qu'on nous apprend pas dans la vie quotidienne, qu'on nous apprend pas à l'école, qu'on nous apprend pas forcément au travail. Et une des envies que j'ai, c'est d'amener ça, justement. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours, de ce qui vous a amené à guider un petit peu ces gens Et on sait depuis que le film est sorti que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La mienne, c'est un vrai bordel. Mais c'est aussi probablement ça qui la rend riche et intéressante. Donc voilà, je suis né dans une famille de gens tout à fait chouettes et normaux. J'ai malheureusement perdu mes parents assez jeunes. Enfin à la fin de mon adolescence, à peu près à l'âge que mes enfants ont aujourd'hui. Et j'étais amené à travailler assez tôt, dans de plutôt bonnes conditions au début, puis c'était plus difficile. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu un bar à la mode, j'ai été disjockey, puis j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le marketing, dans des positions de plus en plus importantes au niveau international et autres. Donc voilà, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à apprendre. Et puis, la vie, petit à petit, m'a mené à de la communication, je dirais plutôt publicitaire, à la collaboration. Et je me suis beaucoup intéressé à la capacité que des gens peuvent avoir ou pas à travailler ensemble de manière intelligente, productive. C'est un vrai défi. J'ai fait ça pour des grands groupes, des multinationales françaises au niveau mondial, des gros projets. Et plus j'avançais là-dedans, et plus j'étais confronté moi-même à mes propres difficultés, mes problèmes. Donc j'ai fait beaucoup de thérapie. J'ai dû épuiser énormément de psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, neuropsychiatres, coachs.
beaucoup de formations aussi pour essayer de comprendre, mais comment ça se passe? Pourquoi est-ce que je parviens pas à faire ce que je veux faire? Pourquoi je fais des choses que je veux arrêter de faire? Tout ça, c'est difficile, hein, pourquoi je suis jamais satisfait? Voilà. Je me posais plein de questions. Et à force de chercher, j'ai commencé à trouver des réponses. J'ai pu voir aussi les solutions qui m'amenaient pas des réponses, parce que voilà, quand on rencontre beaucoup de thérapeutes, on peut petit à petit voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un mécène belge qui m'a donné l'opportunité de commencer à développer ces formations en ligne que je vends aujourd'hui, et en me permettant d'avoir le temps de compléter toutes les connaissances que je n'avais pas, en travaillant notamment avec Daniel Kerrigan, qui est un Américain qui a étudié les neurosciences et la psychologie cognitive en Italie et aux États-Unis, avec qui je travaille depuis plus de 4 ans, et qui m'a vraiment aussi beaucoup enrichi, beaucoup nourri d'études. Voilà, qu'est-ce qui aide vraiment quelqu'un à avancer dans la vie et qu'est-ce qui le freine? Et puis j'ai pu faire mes petits cocktails personnels, toujours prototypés sur moi, parce que je crois que en tant que thérapeute ou coach, on ne peut jamais emmener quelqu'un plus loin que là où on est soi-même. Et voilà, j'ai envie d'être cohérent, congruent, et puis j'ai écrit 2 livres qui ont été extrêmement bien accueillis, donc ça c'est assez agréable. Du coup, j'ai plein de retours. Et ce qui est intéressant, c'est que justement les difficultés que j'avais quand je travaillais sur la collaboration dans ces grands groupes étaient souvent liées à des difficultés d'ordre l'estime de soi des personnes. Et des gens qui se protègent, qui se referment, qui ne sont pas prêts vraiment à s'ouvrir dans toute leur vulnérabilité pour échanger avec les autres. Et je crois que c'est là aussi que j'ai pu identifier ce que j'avais vraiment envie d'aider à faire, qui est simplement d'apprendre à mieux vivre avec soi-même, apprendre à être bien avec soi, profondément bien avec soi. D'accord. Voilà. Et vous parliez justement de toutes vos expériences dans des domaines vraiment variés. Vous avez réussi, vous diriez, à trouver cette ligne directrice qui mène là où vous en êtes aujourd'hui? Ouais. C'est une bonne question. Et ce que je pense, c'est que la vie nous mène là où on doit aller, Oui. dès lors qu'on accepte d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe, et dès lors qu'on accepte aussi ce qui se passe. Et accepter, c'est pas se résigner. J'en parle beaucoup dans mes formations, dans les bouquins. Quand j'accepte quelque chose, ça veut dire que je reconnais que c'est la réalité. Je reconnais que c'est comme ça. Et notre esprit, il aime pas trop ça parce qu'il préfère interpréter la réalité par rapport à sa propre volonté, ce qui nous amène soit à nier la réalité, la refuser, ne pas la voir. Et je crois que j'ai eu la chance d'ouvrir les yeux sur ce qui se passait et de laisser la vie me guider progressivement vers là où je suis aujourd'hui. C'est ça aussi qui fait que je me sens vraiment bien là où je suis. Parce que j'ai l'impression que c'est relativement juste. Donc c'est, je sais plus qui disait ça, mais nous devons apprendre à connaître et respecter les lois de la nature pour pouvoir les contrôler. Un peu comme le surfeur, il doit reconnaître qu'il y a des courants, qu'il y a du vent, qu'il y a des vagues, et parce que s'il nie ça, de toute façon, il se pète la gueule. Et donc voilà, la vie, il y a plein de courants, il y a plein de choses, mais comment on peut reconnaître ça, voir ça? Je crois que ma chance, c'est d'avoir su voir ce qui se passait et accepter de changer, d'évoluer et d'aller vers pas là où les courants me menaient, mais d'exploiter les courants pour aller là où j'avais envie d'aller moi-même. Voilà. Et cette vision, vous l'avez toujours eue ou ça a été quelque chose que vous avez essayé de forger petit à petit? Il y a eu des choses qui vous ont aidé particulièrement à
à vous lancer, à trouver des ressources internes? Mais la toute première démarche que j'ai faite, c'est le jour où j'ai compris que ma vie n'était qu'une succession de moments. Et que, en choisissant la manière dont je passais ces moments, ça pouvait orienter ma vie. Et c'est quand j'ai compris ça paraît assez évident, mais je crois qu'on n'y prête pas souvent attention. Mais en prenant conscience du fait que, tiens, je peux choisir comment je vais passer mon temps, ce que je vais faire avec ce temps. Et selon ce que je vais faire, ça va orienter ma vie dans un sens ou l'autre. Ça, c'était un point décisif, je crois. Mais c'est il y a assez longtemps. Et petit à petit, j'ai pris le temps, à peu près toutes les semaines, je fais ça, de m'arrêter, où j'en suis, vers où je veux aller, qu'est-ce qui est important à mes yeux, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer de moi dans le monde, ou d'imprimer sur le monde. Ça me guide et ça m'aide beaucoup. D'accord. Et pour les personnes qui ont un petit peu de mal à justement se laisser porter par le flux ou par le courant, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment dépasser nos résistances internes? Mais pas mal de gens, moi je fais du coaching, que ce soit du coaching en ligne ou coaching dans la vie réelle. Et alors il y a des personnes qui viennent me voir en me disant ah Pierre, je voudrais bien avoir plus confiance en moi, comme ça je vais pouvoir oser avancer dans la vie. Et ce que je leur explique, et c'est la science qui nous montre ça aussi, c'est que ce n'est pas la confiance qui nous permet d'oser davantage, être qui on est, c'est en osant davantage être qui on est qu'on fait grandir la confiance. D'accord. Et donc je crois que la chose intéressante, c'est d'avoir une perspective et d'avancer petit à petit, sans se faire trop peur, parce que sinon on a trop de stress et ça nous prive de nos moyens, mais avec une espèce de confiance un peu aveugle, raisonnablement aveugle, que si je fais ce qu'il faut, si je sais regarder le résultat de mes actions, si je peux tirer des leçons de ça, corriger, améliorer, me renforcer petit à petit, ça va donner quelque chose de bon, même si les résultats que j'ai à court terme ne me semblent pas du tout en ligne avec ce à quoi j'aspirais. Et donc c'est une question de patience, de persévérance, de clarté aussi. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et quand on se rend compte que notre vie c'est une succession de moments, ça nous aide à voir qu'est-ce qui compte le plus maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant pour construire une vie qui correspond à ce que j'aimerais avoir. Et c'est jamais comme on veut. Ça change tout le temps, il y a toujours des écueils, c'est pas grave. Mais le cap est toujours là, et je continue. Et l'important, c'est pas les résultats que j'obtiens, c'est le fait d'y aller, d'avancer, d'apprendre, de se tomber, de se relever. Voilà, c'est ça qui est chouette. D'accord. Et par contre, ça peut engendrer quelques moments d'échec. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petites astuces pour peut-être dédramatiser un petit peu le rapport à l'échec pour oser se lancer justement? On parle souvent de l'échec, et puis il y a cette phrase qui avait été reprise par Nelson Mandela qui dit parfois j'apprends, parfois je réussis, parfois j'apprends. C'est moi je crois pas qu'il y ait d'échec. C'est le philosophe Vincent Pédès qui m'avait dit ça. J'avais posé une question un peu similaire à la vôtre. Il m'a dit j'ai jamais connu l'échec. J'ai raté 4 fois l'agrégation en philosophie, mais j'ai jamais connu l'échec. Oui. Et c'est le fait d'avoir chaque fois, effectivement, pas obtenu ce qu'il voulait, mais c'est de poser les questions en disant mais qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a pas bien fonctionné, et qu'est-ce que je peux faire autrement. Et parfois, ce qu'on appelle rater, ça nous fait du bien. Hein. Parfois, c'est rater, ça nous amène à nous poser la question mais est-ce que je suis vraiment sûr que c'est ça que j'ai envie de faire? D'accord. Est-ce que j'ai bien tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé avant? Est-ce que la vie est en train de m'indiquer qui me permettrait peut-être d'avancer autrement? Moi, j'arrête pas de rater. Hein. Je rate plein de trucs. D'accord. Oui. Mais ça permet d'avancer aussi. Ouais.
D'accord. Ouais, on nous dit ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Alors il faut pas aller jusque là, hein, mais Oui. c'est ça. Hein. Et je Mm. cite parfois l'exemple de la chenille qui va devenir papillon et le papillon il est dans son cocon et il doit sortir du cocon. Pour sortir du cocon, il doit pousser avec ses ailes pour casser le cocon. Mm. Et alors on peut avoir tendance, si on voit ça, de vouloir l'aider, d'ouvrir le cocon pour lui. En faisant ça, on le tue. Mm. Parce qu'en fait, c'est en poussant avec ses ailes sur le cocon qu'il va renforcer sa capacité à voler, en fait. Il va développer ses muscles, et c'est grâce à ça qu'il aura assez de muscles pour, une fois que le cocon est ouvert grâce à sa force, pouvoir s'envoler. Et donc, les échecs, c'est un peu ça, c'est quand on pousse sur le truc, et on a besoin de résistance. Mm. Imaginez, vous voulez un peu faire de la musculation, mais vous prenez des poids plumes. Ça marche pas très Oui. bien. Oui. Les D'accord. échecs, c'est un peu comme les La résistances, des résistance. haltères, et ça nous fait, voilà, c'est, Mm. C'est une belle métaphore en tout cas, celle du papillon. Et je voulais revenir aussi sur, vous avez écrit un livre, Mon meilleur ami, c'est moi. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment être son meilleur ami en quelques points? alors, avant d'expliquer peut-être le comment, expliquer le pourquoi. Et là encore, vous imaginez que vous devez partir faire une longue traversée sur un bateau à voile avec un coéquipier. Et puis vous devez choisir le bateau. En fait, il y a deux bateaux côte à côte, c'est exactement la même, et il y a le même les capitaines à bord, ils ont les mêmes compétences. Et alors vous allez voir le premier, et puis vous engueule, il vous dit mais vous savez pas faire du bateau, vous êtes nul, c'est pas possible. Il vous engueule, vous avez mis vos chaussures et vous avez marché sur le pont du bateau. Ah. Et puis vous allez voir le second et il vous dit ah bienvenue à bord, vous avez jamais fait de bateau, c'est génial, on va prendre plein de trucs ensemble, je suis ravi. Hein, faites attention avec le pont du bateau. Voilà, première leçon, voilà, vous savez pourquoi. Voilà. Avec quel capitaine vous avez envie de faire la traversée? Le premier ou le second? Le second. Ah ouais. Et pourquoi est-ce que nous, on se traite nous-mêmes comme le premier capitaine et on croit que ça va bien se passer, qu'on va avoir plein de réussites parce qu'on n'arrête pas de se critiquer, de dire qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas. Donc on a vraiment besoin de prendre conscience de ça. Et quand vous me demandiez comment, la Mm. première étape, c'est de se rendre compte que faut commencer par se rendre compte qu'on se fait vraiment du tort à se critiquer comme ça. Et on Oui. croit que si on arrête de se critiquer, on va arrêter de progresser alors que c'est faux, c'est le contraire. C'est quand on arrête de se critiquer, quand on apprend à s'accepter tel qu'on est, sans se Mm. résigner non plus. On peut petit à petit avancer comme le capitaine qui nous accueille, il m'accepte tel que je suis avec mon incompétence, mon imperfection, et puis il me prend par la main et il me dit venez, on va apprendre, allez, prenez la barre. Ah, mais je sais pas, mais c'est pas grave, vous allez apprendre. Il me fait confiance, il y va. On a besoin d'apprendre à devenir cet ami-là. Et pour approfondir la réponse au comment, ce que j'ai fait, c'est me poser la question de mais quelles sont les qualités qui font que les personnes qui sont devenues nos amis sont nos amis. Pourquoi on a choisi cette personne-là et cette personne-là? En général, c'est pas parce qu'elle est riche ou qu'elle est très intelligente ou non, c'est pas ça. Mm. Euh, on choisit nos amis d'abord et avant tout parce que ils nous acceptent, ils nous apprécient tel qu'on est. Et je vous dis pas ça comme ça. J'ai fait un sondage auprès de près de 400 personnes. Mes amis, les amis de mes amis, et plein de gens ont répondu. Mm. Et la première qualité qu'on reconnaît à nos amis, c'est qu'ils nous acceptent, ils nous apprécient tel qu'on est. Mm. Et donc, dès lors que j'ai ces qualités claires dans ma tête, après, c'est simplement comment moi, je vais apprendre à les cultiver envers moi. Comment je vais apprendre à m'accepter et m'apprécier tel que je suis. Il y a plein de gens qui disent, oui, ah, je m'aimerais le jour où je parlerais bien anglais, j'aurais parlé en public, où j'aurais perdu 20 kilos, j'aurais refait mon nez, ou j'aurais de la réussite en affaires, ou j'aurais une belle voiture. Voilà. On Oui. fait plein de conditions.
Ces conditions, elles nous éloignent en fait de la satisfaction et du bonheur et de l'épanouissement. Du coup, on n'est pas très chouette. C'est comme si vous avez une amie qui vous dit, écoute, Clairvy, écoute, je serai ton ami quand tu auras plus de personnes qui écouteront ton podcast. Ouais. Oui. Voilà, si vous dites, écoute, t'es gentil, mais j'ai pas envie d'avoir une amie comme ça. Et nous, on se traite comme ça, hein, dire oui, il faut que j'y arrive, il faut que moi, que je suis des vidéos. Hein. Oui. Donc, on doit vraiment retourner. C'est comme pour le bonheur, vous savez, on dit que les gens souhaitent réussir pour se sentir heureux. Et ce que disent des chercheurs comme Tal Ben-Shahar, c'est que non, c'est dans l'autre sens ça se passe. On doit apprendre à être heureux et ça contribue à ce qu'on est de la réussite. D'accord. Et cela induit peut-être qu'il y a une petite partie de nous qui serait la partie critique ou est-ce que il y aurait quelque chose à faire pour entrer en relation avec ces différentes parties de soi et apprendre à peut-être à dialoguer avec cette partie critique et à lui dire de devenir plus amical? Ouais, mais vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. D'abord, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a tous un critique intérieur et que c'est vachement utile. Sinon, je pense que dans l'évolution de l'espèce, on l'aurait perdu, cette partie-là. Donc ça nous est vraiment utile. Et pourquoi? Parce que nous sommes des êtres profondément sociaux. Et en particulier, il y a 20 000 ans, quand on était jeune enfant dans la brousse, on avait intérêt à être certain de rester en relation avec nos parents et notre tribu pour pouvoir nous en sortir. Et donc, on avait besoin, petit à petit, de voir comment se comporter de manière telle que la relation puisse continuer. Et donc, les critiques qu'on recevait de l'extérieur nous faisaient peur, parce que souvent, on était un peu brutal. Et donc, notre critique intérieure, qu'est-ce qu'il fait? Il internalise les critiques que l'on reçoit de l'extérieur de manière à anticiper ces critiques pour favoriser le maintien des relations. Donc, en principe, ce serait pas mal. Et c'est parce que aussi on a cet esprit critique qu'on peut progresser. Oui. Si j'ai pas d'esprit critique, je continue à faire ce que j'ai toujours fait. Et donc, par exemple, au niveau du langage, je reste avec les baragouinements que je peux avoir en étant un jeune enfant et je veux pas progresser. Mais le critique, il dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, il faut faire. Le problème de ce critique, c'est qu'il prend trop de place et qu'il évolue de manière néfaste pour notre équilibre et notre bien-être, d'un critique des choses que l'on fait vers une critique de la personne que nous sommes. Et ça, c'est ça qui est néfaste. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'apprendre à repérer ce critique intérieur et lui réapprendre à nous traiter d'une manière qui nous fasse du bien. C'est-à-dire qu'il peut continuer à proposer des critiques sur ce qu'on fait, mais pas sur ce qu'on est. D'accord. Et un des travers que certaines personnes avaient au début quand j'expliquais ça, c'est que du coup, elles se critiquaient de se critiquer. Oh merde, je suis encore critiqué, je suis nul. Ce qui est juste le même phénomène. Et donc, c'est vraiment apprendre comment je peux reconnaître ce critique intérieur, mais entrer en dialogue avec lui parce que, et depuis le psychiatre américain Richard Schwartz, il y a des techniques qui aident à faire ça. Il y en avait d'autres qui étaient déjà existantes, mais c'est lui qui a le mieux modélisé la chose d'après moi, avec une technique qui s'appelle Internal Family System. Richard Schwartz, il nous apprend à entrer en relation avec ce critique intérieur, mais avec beaucoup de curiosité, d'ouverture, de compassion, de calme aussi. On va dire, ah ouais, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas pourquoi tu fais ça? Non, c'est pas ça. C'est une vraie curiosité. Qu'est-ce qui fait que tu fais ça? De quoi as-tu peur? Et quand ce critique, on parvient à créer ce dialogue intérieur, une des manières de le faire, c'est de le faire. Moi, je suis un fan de l'écriture, ce qu'on appelle l'écriture de soi, qui est une forme de journal où j'écris
sur la relation que j'ai avec moi-même, et je peux même dialoguer à certains moments. J'écris des trucs, je me pose des questions, puis je ferme les yeux, je vais un peu à l'intérieur, j'écoute ce qui se passe, je vois un peu quelles sont les réponses qui viennent, et puis je les écris, et ça me permet d'approfondir. Ça, c'est juste une habitude à prendre et un peu un peu aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Et ça permet de créer ce dialogue qui est un dialogue constructif, positif, amical. J'ai besoin de devenir l'ami de mon critique intérieur pour que lui se sente apprécié, reconnu, ce qui lui permet de se calmer vraiment et de reprendre un juste rôle dans lequel il m'aide à progresser, il m'aide à voir la réalité de la qualité de ce que je fais, mais il ne m'enferme pas dans une critique de ma personne. D'accord. Oui, mais c'est une belle idée, cette forme de dialogue avec le journal. Je pense que c'est vrai, ça permet d'ouvrir un petit peu le dialogue et de voir plus les choses comme des défis, comme des axes de progression, plutôt que de se saboter soi-même. Ah oui. Et en début d'entretien, on parlait aussi de la société qui est de plus en plus difficile, dans laquelle les gens ont de plus en plus de mal à trouver leur place. Est-ce que vous auriez quelques astuces pour se soustraire à la compétitivité et aux résultats attendus de la société qui va toujours plus vite? Mais j'ai fait un assez gros projet pour une multinationale dont le nom de code c'était Slow Down to Move Faster. Ça veut dire ralentir pour avancer plus vite. Et une des choses qui est de faire ça, c'est de ralentir pour savoir, mais vous me posiez la question au tout début, mais qui je suis, qu'est-ce qui m'anime dans la vie, qu'est-ce qui est vraiment important à mes yeux, quelles sont mes valeurs, les principes de vie qui me semblent vraiment importants. Et comment je peux différencier ce qui sont vraiment mes valeurs, hein, par exemple, je sais pas, moi j'ai une valeur très importante dans ma vie, c'est la bienveillance, et la distinguer de l'allergie que je pourrais avoir envers la malveillance. Sous le couvert d'être bienveillant, je ne supporte pas les gens malveillants. J'adore la liberté, je ne supporte pas les contraintes. Pour pleinement vivre ma valeur, liberté ou bienveillance, j'ai besoin d'apprendre à assouplir mon allergie envers son opposé. Et quand je parviens à voir clair sur mes valeurs, je me soucie beaucoup moins de la valeur que les autres m'accordent. J'ai plus besoin de me comparer. Moi, je suis pas un type parfait. Il y a des valeurs qui m'animent dans ma vie et je mets mon attention sur comment je peux mettre ces valeurs en œuvre au quotidien dans ma vie de père, de compagnon, de coach, d'auteur. Voilà, c'est en permanence ça qui m'anime. Et plus j'ai de la clarté sur mes valeurs et sur ce que j'appelle aussi les intentions de vie, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer de moi dans les différents domaines de ma vie, et moins j'ai besoin du regard des autres. Parce que voilà, je me sens bien avec moi. Vous savez, les gens qui ont des difficultés avec l'estime de soi, et je critique vraiment personne, parce que Dieu sait si j'en ai eu et si j'en ai encore en partie, on n'est jamais tout à fait quitte de ça, je crois, à part les psychopathes. Si j'ai un trouble ou une fragilité de l'estime de moi, je vais en permanence essayer de me rassurer en essayant de voir dans quelle mesure j'ai de la valeur dans le regard des autres. Et quand ça se passe comme ça, quand je suis avec quelqu'un d'autre, je suis pas vraiment là pour lui. Je suis là pour voir dans ses yeux la valeur qu'il m'accorderait. Et ça dénature notre relation. C'est pas grave, parce qu'on fait tous ça. C'est pas, on est tous imparfaits. Mais voilà, quand plus je suis positivement centré, c'est-à-dire j'ai de la clarté sur qui je suis, comment j'ai envie de m'exprimer, et plus je suis ouvert dans ma relation aux autres. C'est pas du tout du narcissisme dans le sens où les psychiatres utilisent le terme. Fabrice Midal me reprendrait en me disant non, c'est autre chose. Là, c'est une question de terminologie. Mais
Voilà, je sais qui je suis, donc je suis beaucoup plus ouvert avec les autres. Du coup, mon avis, c'est mon avis, je peux le déposer sur la table, on peut en débattre sans que cela atteigne l'idée que je me fais de ma propre valeur. Je m'en fous d'avoir raison ou d'avoir tort. J'ai des idées. Oui. Je peux éventuellement argumenter à propos de ces idées. Mais je ne dois pas les défendre bec et ongle au risque de me sentir complètement mis en danger personnellement. D'accord. Et pour avancer sur les projets, une fois qu'on a défini ces valeurs, est-ce que vous pourriez nous dire comment procéder concrètement pour mettre le pied à l'étrier au lieu de peut-être s'auto-saboter? Alors, pour répondre à ça, je cite un de mes livres de chevet dont je parle tout le temps. Ça casse les pieds aux personnes qui m'entendent, mais je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point il est important ce livre-là. Ça s'appelle Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. D'accord. C'est un philosophe allemand, Eugène Erigel, qui souhaite se faire une idée de la philosophie zen et qui se rend compte que pour avoir la possibilité d'en dire des choses intéressantes, il n'y a qu'une seule voie, c'est la pratique. Donc il part au Japon et il décide de pratiquer un art martial et il décide de pratiquer le kyudo, qui est le tir d'arc japonais. Et son objectif, c'est de parvenir à envoyer la flèche dans la cible. Eh bien, il va apprendre à ses dépens que tant qu'il veut envoyer la flèche dans la cible, il n'y arrivera pas. Parce que quand on veut envoyer la flèche dans la cible, on n'a consciemment pas peur de la rater. En tout cas, il y a un risque de la rater. Et ce risque nous fait perdre une partie de nos moyens. Si on veut avoir une chance que la flèche arrive dans le cœur de la cible, la seule chose que l'on peut faire, c'est s'entraîner, se préparer. Ça veut dire la posture physique, ça veut dire la force physique, parce qu'il faut de la force pour bander un arc de kyudo. C'est le souffle, c'est être capable de faire le vide en soi. Et à force d'avoir développé toutes ces capacités combinées, à un moment, sans pouvoir même y penser, la flèche quittera l'arc et touchera la cible dans son cœur. Et en fait, ce que cette histoire nous apprend, c'est que ce qui est le plus important, ce n'est pas d'envoyer la flèche dans la cible, mais c'est de devenir un archer. Oui. Et donc, pour avancer dans des projets qui nous tiennent à cœur, encore une fois, c'est ça les intentions de vie, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, qu'est-ce que j'ai envie d'être dans ce projet-là, qu'est-ce que ça dirait de moi d'avancer dans ce projet-là, et c'est de consacrer son énergie à améliorer la personne qu'on a besoin d'être pour que ce projet puisse avancer. Alors bien sûr, après c'est bien d'avoir des objectifs. Je fais du coaching, mais on a des études qui nous montrent que se fixer des objectifs ambitieux, c'est aussi une arme à double tranchant, donc il faut être vraiment très vigilant. Et alors, pour être très concret en réponse à votre question, comment moi je fais? Eh bien, d'une part, j'ai mes intentions de vie que j'ai définies, j'ai des exercices qui aident à faire ça. Et quand j'ai ces intentions de vie, je regarde par trimestre. Tiens, mais comment j'ai envie que ça se matérialise dans la vie, ces intentions de ce que j'ai envie d'être. Et donc, qu'est-ce que je ferais? Et donc, je me fixe des objectifs à 3 mois. D'accord. J'ai un petit carnet, manuscrit, avec mes objectifs trimestriels. Il y a des catégories. C'est pas trop sophistiqué dans un podcast, mais il y a 3 catégories d'objectifs dans lesquelles je clarifie ce que je veux. Et puis ensuite, c'est semaine par semaine que je fais le travail. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est le dimanche en général que je fais ça, je regarde les objectifs du trimestre et je choisis les objectifs de la semaine. D'accord. Et puis quand j'ai mes objectifs de la semaine, je laisse tranquille et puis chaque jour,
Je commence ma journée, ou alors je finis la précédente en me disant, ok, qu'est-ce que je vais faire demain pour avancer vers ces objectifs? Qu'est-ce que ça permet de faire, de travailler avec cette souplesse-là? C'est qu'on ne se décourage pas, parce que la plupart des projets, il y a des études sur des projets informatiques ou autres, sur des projets où on ne respecte pas nos plannings. Donc, quand on fait un plan à 3 ans pour sa vie personnelle, on se projette un peu, et puis on dit, ah, ok, ça veut dire que la deuxième année, je refais ça, la première année, je refais ça, on descend, Oui. et qu'on part. Et si on commence à déraper, c'est très décourageant. Le système que j'ai développé avec Daniel est un système plus souple, mais du coup qui donne plus de satisfaction, qui touche moins la confiance quand on prend du retard, qui permet de plus corriger les choses, avancer, de voir, tiens, mais la semaine passée, j'avais dit que je ferais ça, j'ai rien fait là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un objectif qui me tient vraiment à cœur? Ou est-ce que c'est un objectif irréaliste? Ou il y a d'autres choses qui sont dans le chemin? Ou peut-être je m'interdis d'avancer dans ce sens-là sans que je m'en rende compte et sur quoi je dois travailler. Et donc j'ai beaucoup plus de prise en fait sur ce que je fais en hebdomadaire ou au quotidien avec ce système. D'accord. Et pour mener toutes ces réflexions, est-ce que vous avez des pratiques de bien-être que vous faites quotidiennement qui vous aident peut-être à vous centrer un petit peu plus et si vous voulez bien nous en parler. Oui. Je vous disais tout à l'heure que la vie, c'est en fait une suite de moments. Et donc, les décisions que je prends sur la manière de passer ces moments construisent ma vie. Ce dont on ne se rend pas forcément très bien compte, c'est que la majorité de nos décisions au cours d'une journée, elles sont automatiques. Ce sont des habitudes. Presque tout ce qu'on fait, ce sont des habitudes. Et donc, ce que je fais, moi, c'est d'installer quelques habitudes qui me font du bien. Et je crois que c'est important d'avoir des habitudes. Et parmi mes habitudes, c'est vrai que je médite. Et pour moi, ça a été très difficile de commencer. Parce que je pensais que je devais commencer à faire 15-20 minutes tous les jours. Et puis faire un stage de 8 semaines. On fait 40 minutes par jour. Et ça va pas. Et ce que j'ai fait, c'est de me mettre des engagements à une hauteur si minime qu'il m'était impossible de ne pas les faire sans me mentir de manière flagrante. Et donc j'ai commencé à méditer 3 minutes par jour. D'accord. Parce que trouver 3 minutes le matin, c'était pas possible que je les trouve pas. Voilà. C'était 5 jours par semaine en plus. Oui, c'est tout à fait atteignable. En faisant ça, voilà, j'ai fait ça et j'ai fait la même chose pour le sport. Je faisais 3 pompes par jour. J'ai pas fait de sport pendant tout un temps et donc recommencer était difficile. Alors j'ai fait pendant des années ce que tout le monde fait. En janvier, je m'inscris au club de sport. Ouais, j'y vais 3 fois et après j'y vais plus tout le restant de l'année. Donc ça marchait pas avec moi. Et c'est cette idée de commencer tout petit. Et alors comment je fais, par exemple pour le sport, pour aussi faciliter le fait de tenir mes engagements. Parce que Daniel, tout ce qu'il a fait sur ce travail en profondeur sur la motivation, il dit couramment, c'est difficile de renforcer la motivation. Ce qu'on peut faire, c'est faciliter la motivation. Faciliter la motivation, dans le cas du sport, pour moi, c'était anticiper la veille au soir, ce qui allait me faciliter de faire ma gym le matin. Et ce qui me facilitait ça, c'est que le soir, je mets dans la salle de bain juste mon petit équipement de sport. C'est les seuls fringues que j'ai à disposition. Et donc, quand je prends ma douche le matin, après, je mets un petit équipement de sport, je dis, bon, maintenant, j'y suis, je vais le faire. Et c'est des bêtises, et ça nous aide à faire des choses assez régulièrement et faire des rappels. Voilà. Et alors, il y a une autre chose que je fais, et qui m'a beaucoup aidé aussi,
c'est que des petits rituels comme ça. Maintenant, j'en ai plusieurs, hein, méditation, gymnastique. Je bois beaucoup d'eau, de l'eau plate, et c'est pas n'importe quel liquide. Et un coach avec qui j'avais parlé qui me disait, mais tu sais, c'est pas la quantité de liquide qui compte, c'est la quantité d'eau. Et si par exemple tu bois du thé, eh bien non seulement ça ne compte pas pour de l'eau, mais tu dois compenser le thé que tu bois par le double en volume d'eau. Parce que le thé est un diurétique, ça fait partir l'eau. Or, notre corps, c'est beaucoup d'eau. Donc on a besoin de renouveler en permanence cette eau. Donc j'ai une petite fiche aussi, mon petit carnet avec mes objectifs du trimestre, mes objectifs de la semaine, mes objectifs du jour. J'ai un petit post-it avec des petites colonnes et jour après jour, je note le nombre de fois ce que j'ai médité, le nombre de fois j'ai fait la vie. Parce que le fait de le voir, et ça soutient ma motivation en disant, ah ouais, je me suis engagé cette semaine, 5 fois. Je l'ai fait que 3 fois. Il me reste 3 jours, donc il faut au moins que 2 des 3 jours. Allez, j'y vais. Je fais. Et puis je vois tous ces petits traits. Et ça me donne confiance. Alors ça paraît débile comme ça, mais d'une part ça soutient la motivation, et d'autre part ça donne un sentiment d'avoir une maîtrise sur sa vie. Et donc ça renforce de nouveau l'estime de soi, parce que je dis tiens, voilà, je commence ma journée. J'ai fait ma méditation, j'ai fait un peu de gym, j'ai bu mes 2 verres d'eau, voilà, j'ai clarifié ce que j'allais faire aujourd'hui. Eh ben, je me sens bien. Et ça me donne confiance, et donc j'ai plus de force et d'énergie pour entamer des choses plus difficiles à faire, comme l'écriture ou comme ça. D'accord. Et vous nous avez donné aussi beaucoup de pistes pour devenir son meilleur ami, dépasser les résistances internes. Est-ce que vous pensez que ce travail peut être fait seul ou alors il faut le faire avec l'aide d'un psychothérapeute? Il n'y a pas de règle générale, ça dépend un peu des difficultés que l'on a. Pour certaines personnes, c'est utile de se faire aider. Parce que moi, j'ai eu une coach comme ça, à un moment donné. Je me rendais compte que sa présence avait comme principale valeur ajoutée de m'autoriser à réfléchir à ma vie. C'était un droit que je ne m'octroyais pas quand j'étais seul. Et alors, si j'y allais, finalement, son rôle, c'est moi qui faisais tout de la séance. Mais, voilà. Donc, voilà, parfois c'est utile. Parfois, c'est utile d'avoir un éclairage de quelqu'un qui est un peu expert en la matière, en faisant très attention, parce qu'il y a plein de gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas le vécu. Et ça, je ne supporte plus maintenant. Je ne supporte plus les gens qui disent comment il faut vivre et ils savent pas, voilà, ils ont pas mis ça en œuvre eux-mêmes. Donc, je trouve que des psys et des coachs ont besoin d'avoir de la cohérence entre ce qu'ils ont pratiqué sur eux-mêmes et ce qu'ils proposent aux personnes de faire. Il y a CD de bouquins, c'est vachement bien aussi. Il y a des gens qui font de la bibliothérapie. Il faut pas tomber non plus dans le travers de s'acheter plein de livres et de pas les lire. Voilà. Donc les livres et notamment mes livres qui sont truffés d'exercices. Il faut faire les exercices. Oui. On fait pas. C'est comme ce serait comme lire un livre sur le vélo et pas faire de vélo, quoi. Oui, pour pratiquer. Et après il y a les formations. C'est vrai que j'ai fait une formation, mais avec beaucoup de pédagogie et des références scientifiques, parce que je me suis rendu compte par la pratique que beaucoup de personnes ont encore des réticences à bien se traiter. Ça crée de la culpabilité, mais je peux pas, il faut d'abord que je m'occupe des autres, et j'ai pas le temps, j'ai pas le droit, je sais pas. Et donc, la pédagogie, elle sert à permettre à ces personnes d'apprivoiser leur propre cerveau. Et que le cerveau, parce qu'il apprend des choses, se rende compte que certaines idées qu'il proposait ne sont pas les plus appropriées et qu'il y a moyen de faire autrement. C'est vrai que les formations, quand elles sont bien faites, ça vaut la peine de les suivre. Et évidemment, une des difficultés, c'est que c'est un peu comme les livres. Il y a une maladie japonaise qui s'appelle
Tsumpaku, je sais plus le nom. Tsundoku. Le Tsundoku. Le Tsundoku, c'est une maladie qui consiste à acheter 2 fois plus de livres que ce qu'on lit. Et donc, on accumule les piles et les piles et les piles. Et il y a un truc un peu comme ça qui se passe parfois avec les formations. Et donc, des gens qui achètent des formations et puis les suivent pas. Je fais partie de ceux qui ont fait ça aussi avant. Maintenant, je fais gaffe. Et mais c'est pour ça que nous, dans la formation, on a beaucoup d'accompagnement parce que on a parfois besoin d'être un peu pris par la main. Vous voyez. Donc, plus que pour commencer, pour démarrer, pour y aller, pour voir. Parce que les gens qui ont une estime de soi faible vont avoir un niveau de culpabilité assez fort à l'idée de s'occuper d'elle-même. Et donc c'est rassurer, c'est aider chacun à comprendre qu'on est des belles personnes, des bonnes personnes. Et juste, on a eu des aléas de la vie qui ont fait qu'on a des difficultés, des faiblesses. De toute façon, on est tous imparfaits. On a tous des trucs qui foirent ou qui ont foiré, qu'on a petit à petit corrigé, mais c'est pas parce que je corrige des choses que tout va bien dans ma vie. Donc c'est aussi un truc, je trouve qu'il y a plein de psy, de coach ceux que je supporte le moins, c'est les success coach. Ah, j'ai une vie formidable, hein, toi aussi, tu vas y arriver. Hein. Moi, tu vas quand même pas rester avoir un job. Tu peux être entrepreneur, tu peux avoir la vie de tes rêves. Vas-y. Vas-y, c'est tellement casse-pipe. Il y a tellement de gens qui se lancent et qui se cassent la gueule. Il y a ils disent pas que leur vraie spécialité, c'est pas les conseils qu'ils donnent, c'est la capacité à vendre leur formation. Donc ça, je suis un peu énervé. Mais, pardon, j'ai débordé. D'accord. Et pour aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce qui vous anime, de vos projets pour le futur? Alors, projet futur, j'en ai plein, j'en ai trop, mais je les élague. Un des gros projets que j'ai, c'est d'essayer de faire progresser le retour de l'humanité dans les entreprises. Je pense que les entreprises ont des rôles importants sur nos vies parce que il y a plein de gens qui y travaillent. Elles font des produits ou des services qui sont vendus à des personnes. Et je crois que au plus les dirigeants, les équipes, les collaborateurs dans les entreprises recommenceront à se connecter un peu intimement à ces qualités d'humanité que chacun de nous a en soi, qui nous rendent sensibles à l'autre, empathiques, compassionnés, dit qu'on a non seulement on a l'empathie de voir un peu quelle est l'émotion que vit l'autre, mais on a aussi envie de contribuer à ce que ça aille mieux pour la personne. Et on a envie de se mobiliser pour que il y ait de la sécurité dans l'équipe, par exemple, qu'on s'entende bien entre nous, qu'on travaille mieux ensemble, qu'on fasse des produits qui fassent du bien aux gens et pas, il y a tellement de produits qui font du tort aux gens, quoi. C'est ahurissant de voir que on gagne tellement mieux sa vie en vendant des produits qui détruisent, puis en vendant des produits qui font du bien. Hein? Et je crois que en aidant les personnes à se reconnecter à leur humanité, à leur bienveillance, à leur vulnérabilité, à leur fragilité, il y a des tas de choses qui peuvent s'améliorer. Donc moi j'ai envie je prends mon bâton de pèlerin pour prêcher la bienveillance en entreprise, et ça c'est un de mes projets. Et alors j'ai un projet de livre, mais je sais pas, pour l'instant j'ai pas les moyens d'écrire, ça coûte cher d'écrire parce que ça prend beaucoup de temps et qu'il faut avoir la possibilité d'avoir du temps libre, ce qui est pas mon cas pour l'instant. Et mais j'ai envie d'écrire sur les relations entre un père et son fils, en particulier un père avec ses enfants, parce que comme je dis au début, moi j'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans, mais il avait eu une assez longue maladie dégénérative, donc il m'a jamais parlé, hein, vraiment. Donc j'avais une vague idée du père, je connaissais pas l'homme. Et j'ai envie que les pères commencent à parler à leurs enfants avec plus d'ouverture, d'authenticité, de fragilité aussi.
La plupart des hommes, moi, je fais des stages avec rien que des hommes, avec des gros durs et des machins. Derrière les grosses carcasses, il y a toujours des fragilités magnifiques. Oui. Et voilà, j'aimerais bien écrire un bouquin qui incite les hommes à parler de leurs faiblesses, parce qu'on est plus fort quand on parle de nos faiblesses. Pas histoire d'être plus fort, c'est juste que, en fait, on est moins fragile quand on révèle ses fragilités. C'est un paradoxe. Et voilà, ça c'est un deuxième projet. D'accord. Bah, c'est de beaux projets en tout cas. J'espère y voir se concrétiser très bientôt. Et bah, justement, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour finir cet entretien? Mais je pense de garder la flamme. Garder la flamme, parce que la flamme, c'est la flamme qui me permet de garder la forme physique et mentale, qui me permet d'entretenir des chouettes relations. C'est la flamme qui me donne l'énergie d'avancer dans ces projets, même quand c'est très difficile. Voilà, je vis des moments difficiles pour l'instant, mais ça ne me touche pas. Ça me touche pas parce que ça devient vraiment bien costaud à l'intérieur et voilà, garder ça me ferait bien plaisir. D'accord. Ben, dans ce cas-là, pardon. Et vous, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Ben déjà, j'ai beaucoup appris avec cet entretien, puis je dirais c'est pareil, garder la flamme, la curiosité, et je me retrouve aussi beaucoup dans les pratiques que vous m'avez dit pour les objectifs, et vous avez une vision vraiment très intéressante, et je dirais oui, garder cette curiosité, cette flamme et cette envie d'avancer. Parfait, souhaitons-nous ça alors. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite aussi une très belle soirée, Pierre, et merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien. Je vous en prie, Pierre. Merci beaucoup à Pierre pour cet entretien. Vous retrouverez toutes les notes relatives à l'épisode dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Si vous avez apprécié notre entretien, n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci et à bientôt.